possible, celle dont on est tellement fier des combats qu'elle porte, celle dont on est tellement fier qu'elle soit la présidente de notre groupe parlementaire, Mathilde Panot. Merci infiniment à vous. Alors, en cette rentrée, les puissants nous espéraient résignés, abattus, désespérés, et vous voilà, plus en nombre que jamais, et déterminés à les faire tomber. Les moments que nous vivons ici à Valence lors des amphis sont des moments extrêmement importants. Car dans ces moments où l'on se retrouve, on se rencontre, où l'on débat, où l'on réfléchit sur le monde que nous sommes en train d'inventer, alors dans ces moments-là, nous puisons la force de mener les combats pour l'année. Oui, ce que nous sommes en train de faire est un signal extrêmement puissant, une démonstration de force dont je pense qu'à la fin, elle comprendra le signal qui en est envoyé. Plus vous nous tapez, plus nous sortons en nombre. Plus vous nous tapez, plus chacun et chacune comprend que le pouvoir a peur de nous. Oui, les puissants ont peur de nous. Ils ont peur de notre nombre. Ils ont peur d'un mouvement politique qui tient bon sur ses principes et qui ne recule jamais. Ils ont peur de l'alternative politique que nous représentons. Vous savez, cette peur qui est éprouvée probablement maintenant à l'Élysée, cette peur des oppresseurs face à la révolte des opprimés, eh bien, nous leur disons depuis Valence, ils ont raison d'avoir peur. Ils ont raison d'avoir peur, car nous avons bien l'intention de gouverner ce pays et que nous avons bien l'ambition de les faire tomber dès septembre. Partout dans le pays, chacun comprend qu'il faut arrêter ce gouvernement immédiatement, qu'il faut les arrêter avant qu'ils détruisent l'ensemble du pays. Oui, ils ont raison d'avoir peur, quand partout, des grèves sont en train de fleurir, des pharmaciens aux énergéticiens, jusqu'aux taxis ou aux soignants dans les hôpitaux. Et surtout, ils ont raison d'avoir peur d'une date qui arrive très prochainement, celle du 10 septembre, celle de bloquons tout pour faire tomber Bayrou, son gouvernement et son budget avec. Comme nous avons eu raison de nous mettre au service de ce mouvement, des revendications et des colères populaires, car depuis, ce mouvement ne cesse de grandir et de prendre de l'ampleur. Et je veux annoncer à Bayrou et à Macron que ce n'est pas fini. Car figurez-vous que le Premier ministre a décidé d'être partout la semaine prochaine pour convaincre les Français de la justesse et de la justice de son budget. Alors il n'y a qu'à voir ce qu'il dit dans son interview du jour dans Le Parisien. François Bayrou dit « C'est comme dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, pas content, pas content ». Eh bien, nous disons à Monsieur Bayrou, Monsieur le méprisant en chef, qu'il peut parler tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, car cela ramènera encore plus de gens au mouvement, et cela convaincra d'autant plus qu'il doit partir, lui et son gouvernement. Mais alors, savez-vous pourquoi, selon
certaines presses, nous soutenons le mouvement du 10 septembre et nous nous mettons à son service. Eh bien, dans les médias, on raconte que, comme nous aurions laissé passer le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, cette fois-ci, nous ne voulions pas louper le coche du mouvement du 10 septembre. Alors, ceci est un mensonge absolu et il n'y a pas besoin d'être journaliste pour vérifier les faits. Nous avions appelé et soutenu, dès la première manifestation nationale des Gilets jaunes, le 17 novembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes. Et nous sommes toujours aussi fiers d'avoir pris notre part dans un mouvement qui a redonné de la visibilité, de la dignité à celles et ceux qui tiennent la France debout. Oui, grâce aux Gilets jaunes, a été rappelé dans ce pays quelque chose d'extrêmement important autour de la revendication que nous partageons du référendum d'initiative citoyenne. En France, ce n'est pas le roi Macron qui gouverne, c'est le peuple et lui seul. Mais ce n'est pas fini. Puisque nous appelons à nous mettre au service du mouvement du 10 septembre, il se trouve qu'on nous explique maintenant que Jean-Luc Mélenchon et les insoumis que nous sommes seraient devenus des agents du chaos. Eh bien, nous disons que s'il y a un chaos dans ce pays, c'est celui de la politique d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements. Oui, monsieur Macron, le chaos, c'est vous. Le chaos, c'est la violence sociale et la haine de classe que vous avez abattue sur ce pays. Rendez-vous compte que dans la 7e puissance économique au monde, Emmanuel Macron a réussi l'exploit de faire revenir par centaines sur des enfants le scorbut, maladie qui était celle qu'on appelait la maladie des marins, maladie qui avait disparu et qui est causée chez les enfants comme tous les êtres humains. Lorsque vous n'avez pas mangé de fruits ou de légumes frais entre 1 et 3 mois, voilà ce qu'est devenu la France d'Emmanuel Macron, une scorbut nation. La France sous Emmanuel Macron, c'est le record du nombre d'enfants qui dorment à la rue. La France sous Emmanuel Macron, c'est l'INSEE qui nous explique que depuis qu'il calcule le niveau de la pauvreté, jamais il n'y a eu autant de personnes sous le seuil de pauvreté dans ce pays. L'année dernière, Manuel Bompard le disait, plus 650 000 personnes sont tombées sous le seuil de pauvreté du fait des politiques de Macron. Et je vais vous dire, ceci a des effets à long terme qui nous forcent à les arrêter dès maintenant. Parce qu'en moyenne, en France, n'en déplaise aux grandes intelligences et aux puissants, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Et c'est insupportable. Ces grands génies qui nous ont menés au désastre osent venir nous faire la leçon. Ceux qui ont créé 1000 milliards de dettes, ceux qui ont fait une politique économique qui nous a menés à ce même désastre, nous expliquent qu'il faudrait encore continuer de la même façon et encore davantage. Il en est hors de question. Les mêmes gens qui, depuis des années, font des cadeaux aux multinationales et aux riches, vous présentent maintenant l'addition, en expliquant que c'est vous qui avez abusé, qu'il y a un problème de dépenses, et que la réalité, pourtant, est celle-ci, et uniquement celle-ci. Personne n'a abusé dans le peuple. C'est Emmanuel Macron et sa bande qui nous ont dépouillés. Et ces gens qui veulent prendre tout à ceux qui n'ont rien, refusent jusqu'à la tranquillité de ce rien au peuple de France. Non, monsieur Macron, nous ne rêvons pas d'être milliardaires, d'avoir un yacht ou un jet. Nous exigeons de pouvoir profiter des petits plaisirs de la vie. Oui, ce dont ils veulent nous priver, c'est de pouvoir passer du temps avec ses petits-enfants, avec celles et ceux que l'on aime, de pouvoir aller de temps en temps au restaurant ou au cinéma, de pouvoir prendre du temps pour soi, pour les autres,
de pouvoir respirer l'air de la mer ou de la montagne. Voilà le sens de l'existence. Voilà ce qu'ils essayent de détruire dans ce pays. D'autant qu'ils n'ont absolument aucun droit de nous imposer une politique d'une telle cruauté. Je rappelle aux macronistes de ce pays que Bayrou et son gouvernement sont illégitimes et que leur politique a été battue 3 fois dans les urnes. Mais M. Macron fait le malin et il ose, en cette rentrée, faire du chantage à la censure. Il dit « Les responsables politiques doivent faire attention à ce qu'ils feront, concernant la censure. Le pays a vraiment besoin de stabilité. » Leur chaos, ils l'appellent la stabilité. Et cela nous rappelle des choses dans l'histoire. Il se trouve que la stabilité, c'était le même refrain que faisaient les libéraux allemands en 1932, alors qu'ils avaient été lourdement défaits aux élections et qu'ils s'accrochaient au pouvoir avant de faire la courte échelle aux nazis. Mais oui, nous voulons une stabilité. La stabilité du respect du vote démocratique. La stabilité du respect de la souveraineté populaire. La stabilité du respect de la dignité de nos vies. Pas celle du chaos de Macron. Oui, monsieur Macron, en démocratie, on ne vole pas le résultat des urnes. On se soumet au vote du peuple. Voilà pourquoi nous censurerons ce gouvernement dès le premier jour de la session parlementaire. Le chaos d'Emmanuel Macron, c'est de laisser les empoisonneurs gouverner. En plein cœur de l'été, une mobilisation exceptionnelle, jamais vue dans ce pays, a fait trembler de la Macronie à la droite jusqu'à l'extrême droite, qui avaient tous voté en faveur de la loi Duplon, qui voulait notamment réintroduire l'acétamipride, ce pesticide tueur d'abeilles, qui aurait fait exploser encore une fois le nombre de cancers dans ce pays. Oui, ce qui s'est passé est exceptionnel dans la conscience populaire que cela éclaire chez les gens et qui continuera par la suite. Les plus de 2 millions de personnes qui ont signé la pétition contre la loi Duplon, dans des conditions en plus très difficiles sur le site de l'Assemblée nationale, ont réaffirmé quelque chose de capital. Le cancer, comme le diabète, comme les maladies respiratoires chroniques, comme les allergies et beaucoup d'autres épidémies, sont des maladies politiques. Oui, leur société nous rend malades. Et comme pour le scandale de l'amiante, comme pour le scandale du chlordécone qui continue toujours aujourd'hui aux Antilles, comme le scandale du glyphosate, comme le scandale des polluants éternels, à chaque fois ils savaient, et pourtant ils ont donné des permis de tuer aux multinationales. Nous refuserons toujours cela. Alors, grâce à la mobilisation exceptionnelle qu'il y a eu en plein cœur de l'été, grâce au recours que nous, insoumis, avons fait au Conseil constitutionnel, nous avons gagné une première victoire. Le Conseil constitutionnel a censuré la réintroduction du néonicotinoïde au nom du droit à vivre dans un environnement sain. C'est une première victoire, dis-je, car il reste absolument que des horreurs dans cette loi. Vous avez dans cette loi le fait de favoriser les fermes-usines, comme si nous n'avions absolument rien appris du Covid et des zoonoses. Il y a dans cette loi le fait de favoriser les méga-bassines. Bref, cette loi vise à accaparer l'eau et les terres. Et à l'heure où nous avons d'ores et déjà dépassé en moyenne les plus 1,5 degrés de réchauffement climatique, qui était pourtant la limite que nous nous étions fixés aux accords de Paris. À l'heure où en France, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse du fait d'une politique criminelle d'inaction qui est portée. À l'heure où les méga-feux, les inondations
et les sécheresses meurtrières ne cessent de se multiplier, je vous annonce que le groupe parlementaire insoumis déposera dans sa niche parlementaire une loi d'abrogation totale de la loi du plomb. Oui, entre les intérêts de l'argent et la survie de l'espèce humaine, il faut choisir. Et nous avons choisi. L'écologie est un champ de bataille. L'écologie est anticapitaliste. Et voilà pourquoi nous sommes les partisans de l'écologie populaire. Voilà pourquoi nous ne serons jamais d'accord avec les zones à faible émission sans aucune alternative donnée aux gens. Pendant que les riches s'achètent de l'air pur, pendant qu'ils refusent à chaque fois le développement de transports en commun gratuits, qui serait pourtant 10 fois plus efficace sur la question de la pollution de l'air, nous refusons que 10 milliers de gens soient assignés à résidence, et dans les municipales, nous réaffirmerons notre refus des zones à forte exclusion qui laissent les gens sans solution. Oui, la Macronie est dangereuse pour notre pays, mais elle abaisse aussi notre pays au niveau international. Macron nous fait honte quand il a le respect à géométrie et à géographie variable du droit international. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait eu 18 trains de sanctions contre M. Poutine pour avoir violé le droit international en Ukraine et toujours 0 sanction contre Netanyahou et son gouvernement génocidaire? Macron nous fait honte quand, face au premier génocide filmé en direct de toute l'histoire de l'humanité, il laisse par 3 fois un criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale survoler l'espace aérien français. Et quand il n'a pas un mot, quand des parlementaires français se font arrêter illégalement et enfermer dans des geôles israéliennes. Oui, Emmanuel Macron nous fait honte quand depuis 22 mois, il n'a jamais cessé de livrer des armes à un gouvernement génocidaire. Gloire au peuple du monde qui partout manifeste contre ce crime contre l'humanité. Gloire aux journalistes et aux soignants palestiniens assassinés par Israël, notamment pour cacher l'atrocité du crime qu'ils sont en train de commettre. Gloire au peuple palestinien dont nous exigeons la libération et la fin du génocide à Gaza, ainsi qu'en Cisjordanie. Aujourd'hui, il y a à Gaza plus de journalistes tués en 22 mois de génocide que pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre d'Afghanistan cumulées. Voilà de quoi nous parlons. Nous parlons d'enfants dont la moyenne d'âge est de 5 ans, assassinés par l'armée génocidaire de Netanyahou. Oui, comme nous sommes fiers de faire vivre une autre voix de la France. Et je dois dire, comme présidente de groupe parlementaire, qu'avec mon groupe parlementaire depuis 22 mois, nous avons toutes les semaines, et c'est notre honneur, posé une question au gouvernement sur Gaza. Oui, nous sommes fiers que Jean-Luc Mélenchon ait représenté le mouvement insoumis à La Haye, alors que l'Afrique du Sud entamait une procédure contre Netanyahou et son gouvernement à la Cour internationale de justice. Nous sommes fiers qu'Éric Coquerel ait mené une délégation de députés jusqu'à Rafah pour protester contre les génocides et le blocage de l'aide humanitaire. Nous sommes immensément fiers que ce soit des parlementaires insoumises qui aient participé à la flottille de la liberté pour briser le blocus illégal de Gaza. Gloire à Rima Hassan, Gabriel Catala et Emma Fourreau. Comme nous sommes fiers d'avoir pris toute notre part comme insoumis dans la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Oui, à l'heure où Netanyahou est en train de mobiliser 60 000 réservistes
pour attaquer Gazaville, à l'heure où ils sont en train de couper la Cisjordanie en deux. Nous n'aurons pas à rougir devant l'histoire d'avoir à tout moment, dans toutes circonstances, réaffirmé que toutes les vies se valent, toutes sans exception, réaffirmer qu'un crime est un crime et qu'il ne s'agit en aucun cas ni d'une guerre de religion, ni d'une guerre de civilisation, mais d'une guerre de colonisation, d'apartheid, d'un génocide. Alors, je le dis, nous continuerons à isoler Netanyahou et son gouvernement. Et comme nous avons fait tomber le régime d'apartheid de Pretoria, nous ferons tomber le gouvernement génocidaire et pour mettre fin au génocide. Nelson Mandela existe toujours puisque nous parlons de l'Afrique du Sud. Il s'appelle aujourd'hui Marwan Barghouti, menacé depuis sa prison. Il doit être libéré. Mais à ceux qui nous disent « Occupez-vous de votre pays », eh bien, il se trouve que défendre la Palestine, c'est aussi défendre notre démocratie, notre liberté de conscience, notre liberté d'expression. Il serait naïf de croire qu'il ne s'agit que de la Palestine, car derrière la criminalisation des voix pour la paix et pour le droit international, il y a une attaque à nos droits fondamentaux. Quand la France interdit, seul pays en Europe, des manifestations de soutien et de solidarité au peuple palestinien pendant des semaines et des semaines. Quand Jean-Paul Delesco, secrétaire départemental de la CGT du Nord, est non seulement cherché chez lui à 6 h du matin, mais condamné à 1 an de prison avec sursis pour un tract sur la Palestine. Quand les apologies de terrorisme tombent par centaines sur tous les militants, et y compris des parlementaires. Quand des étudiants sont expulsés de leur université, jusqu'à cette loi abjecte qui a été votée, qui vise encore plus à criminaliser la solidarité avec la Palestine. Quand Urgence Palestine est menacée de dissolution, alors oui, il s'agit de défendre, avec le droit à vivre des Palestiniens en liberté, il s'agit de défendre aussi notre démocratie, nos droits fondamentaux, et de réaffirmer que défendre la Palestine n'est pas un crime. Les insoumis au pouvoir reconnaîtraient et reconnaîtront quand nous arriverons immédiatement l'État de Palestine sans tergiverser ni attendre. Nous mettrons en place des sanctions immédiates contre Netanyahou et son gouvernement. Nous agirions de toutes nos forces pour la suspension de l'accord d'association. De même, nous décréterions l'embargo sur les armes et nous rejoindrions le groupe qui s'est formé à La Haye et qui s'est retrouvé à Bogota cet été pour réaffirmer à la fois le soutien au droit international et la nécessité de combattre le génocide. Oui, le chaos de Macron, c'est aussi à 17 000 km de là, le passage en force en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, qui a mené au désastre avec le dégel du corps électoral. Je le dis ici au nom du mouvement insoumis. Puisque le FLNKS, les indépendantistes, refusent le projet d'accord Bougival, alors il n'y a pas d'accord de Bougival. Comme il n'y a pas eu, il y a quelques mois, d'accord de Deva, puisque les non-indépendantistes s'y sont opposés, alors par parallélisme de force, il n'y a pas d'accord de Bougival. Et je le dis comme une mise en garde à ce gouvernement. Ne reproduisez pas encore une fois les erreurs terrifiantes de rupture d'impartialité de l'État qui ont mené à des morts, y compris avec des gens qui avaient une balle dans la nuque. Ne reproduisez pas cela, car la méthode doit être celui du consensus et non le passage en force permanent qui mène au désastre que nous voyons aujourd'hui. Pour ne pas menacer la paix civile, des nouvelles discussions doivent être menées. Et si ce n'est pas possible dans ce délai, alors les élections provinciales doivent avoir lieu avant le mois de novembre 2025. Surtout, l'État doit payer et soutenir financièrement la Kanaki Nouvelle-Calédonie pour répondre à la crise sociale, économique et sanitaire qu'ils ont eux-mêmes provoquée, les dégâts qu'ils ont eux-mêmes créés. Et puisque Madame Sonia Backès, qui est la présidente de la province Sud,
qui est aussi une ancienne ministre macroniste qui s'était fait connaître pour avoir en conseiller spécial un partisan de M. Zemmour. Eh bien, puisque Mme Sonia Backès annonce, suite à l'échange qu'il y a eu ici à nos amphis, et nous en sommes très fiers, entre Bastien Lachaud et Christian Théin, président du FLNKS, puisqu'elle annonce qu'elle va porter plainte contre M. Lachaud, eh bien, je vais réitérer, moi aussi, les propos qu'il a tenus et qui sont des propos rigoureusement exacts. Oui, Mme Backès prend des mesures punitives contre les Kanaks après le 13 mai 2024. Oui, cela s'appelle des mesures discriminatoires. Lorsque vous avez une explosion des expulsions locatives, lorsque vous avez en province sud de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, le ticket de bus le plus cher au monde, pour faire en sorte que, eh bien, beaucoup de gens, dont les Kanaks, aient à marcher des kilomètres et des kilomètres, puisqu'ils ont aussi changé les arrêts pour qu'ils ne passent plus par les quartiers populaires. Et quand, Mme Backès, nous rencontrons des gens qui nous expliquent que leurs enfants ne peuvent plus aller à l'école, car on leur a interdit l'accès puisque une attestation d'hébergement ne suffit pas et qu'ils sont obligés d'envoyer leurs enfants chez les grands-parents dans les îles ou dans le Nord, oui, cela s'appelle des mesures discriminatoires. Alors oui, il est plus qu'urgent d'en finir avec un gouvernement qui sème le racisme et la haine. Oui, nous voulons censurer ce gouvernement, et particulièrement un ministre de l'Intérieur qui parle comme Pétain de français de papier. C'est notre devoir, à nous, responsables politiques insoumis, de censurer un gouvernement qui aujourd'hui gouverne avec le soutien de l'extrême droite. Et je vous invite toutes et tous, comme nous le serons du côté du groupe parlementaire et des parlementaires insoumis, à être aux côtés de la famille de Jamel Benjabala le 31 août prochain. Jamel Benjabala, éducateur qui a été assassiné par un militant d'extrême droite sous les yeux de sa fille de 9 ans. Assassiné où il lui a roulé 3 fois dessus. C'était il y a 1 an. Eh bien, nous serons à leur côté pour dire que oui, le racisme tue toujours dans ce pays. Et que contrairement à ce que veut l'extrême droite, la France ne sera jamais une nation ethnique. Nous refuserons toujours qu'on trie les gens selon leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, leur religion, leur genre. La France sera toujours une nation politique autour de notre devise républicaine que nous mettons en partage avec le monde entier. Liberté, égalité, fraternité. Alors, je veux terminer en vous disant que face à ce chaos, nous avons plusieurs chances. La première, c'est que leur monde ne fait plus rêver. Quel futur ose-t-il offrir au pays quand c'est de proposer à vos enfants d'aller faire la queue devant la banque alimentaire? Quand les enfants en Seine-Saint-Denis perdent entre eux la maternelle et la terminale une année entière de cours parce qu'il y a 11 millions d'heures non remplacées dans ce pays. Quel futur offre-t-il au pays si ce n'est de rembourser indéfiniment la dette? Eh bien, je vais vous dire, il n'offre aucun futur. Et pour une raison simple, les riches de ce pays ont décidé de faire sécession. Alors nous connaissions déjà le séparatisme territorial. Ils habitent dans leur quartier de riches, ils vont dans leur clinique privée, ils achètent même, pourquoi pas, une île pour échapper au désastre qu'ils sont en train de créer, au désastre climatique et écologique. Mais il y a, depuis François Hollande, un autre séparatisme que nous observons. C'est le séparatisme financier, avec des riches qui ne veulent plus contribuer d'1 centime pour la solidarité nationale. Celui où la France est devenue un paradis fiscal pour riches. Alors, puisqu'ils ne veulent plus faire société avec nous, qu'ils s'en aillent. Nous voulons faire un monde commun. Et dans notre monde commun, nous exigeons le partage des richesses, la 6e République, la bifurcation et la planification écologique, et une France non alignée au service de la paix. Mais il y a une deuxième chance que nous avons, et qui est probablement celle qui leur fait la plus peur. C'est que nous sommes plus nombreux qu'eux.
Et voyez-vous, il y a un inconvénient à faire la politique pour les riches. Parce que lorsque vous faites une politique pour les riches, il faut malheureusement condamner beaucoup de gens à la misère, au mal logement, à la malbouffe pour produire ne serait-ce qu'un riche. Et lorsqu'arrivent les élections, eh bien, les 148 milliardaires du pays ne pèsent pas lourd avec leur bulletin de vote face aux 11 millions de gens qu'ils ont mis sous le seuil de pauvreté. C'est ce qui leur est arrivé l'année dernière. Ou l'année dernière, alors que 27 sondages sur 27 donnaient tous l'extrême droite en tête, eh bien, non seulement la Macronie a été battue, l'extrême droite a été défaite et est arrivée 3e dans ce pays. Et c'est nous qui sommes arrivés premiers. Et pourquoi sommes-nous arrivés premiers? Parce que tant de gens se sont arrachés de l'abstention. Et ce sont la jeunesse de ce pays, les habitants des Outre-mer, des quartiers populaires, les militants politiques, les militants associatifs, les militants syndicaux qui ont sauvé la République de l'extrême droite. Oui, nous sommes plus nombreux qu'eux. Et vous n'avez qu'à voir de l'autre côté de l'Atlantique ce qui se passe à New York, où un certain Zoran Mamdani va gagner la municipalité de New York. Celui qui, au départ, était annoncé dans une primaire, alors là-bas ils ont des primaires, nous on n'en veut pas, mais qui était annoncé dans une primaire à 2% d'intention de vote. 2% d'intention de vote avec tout ce que l'extrême droite déteste. Zoran Mamdani est d'origine ougandaise, il a été naturalisé états-unien seulement en 2018, tout ce que l'extrême droite déteste. Il parle haut et fort contre le génocide à Gaza. Il est anticapitaliste et propose les bus gratuits. Il propose la prise en charge des enfants gratuitement. Il propose qu'il y ait de moins de riches dans notre société. Bref, il est extrêmement sympathique pour nous et absolument détestable pour l'extrême droite. Eh bien, Zoran Mamdani a gagné les primaires et il va, en début d'année, gagner la municipalité de New York, montrant que lorsque le peuple se met en mouvement, nous pouvons l'emporter avec un programme de rupture. Et je vous partage une dernière chose qui, moi, me donne beaucoup d'espoir. C'est ce que le sociologue Vincent Tibéri appelle la socialisation inversée. Je vous explique. Pendant très longtemps, dit ce sociologue, c'était les adultes qui étaient prescripteurs du monde, c'est-à-dire dans une famille, les parents, les grands-parents, le professeur dans une école. Et il dit, pour la première fois, nous observons une inversion. Et cette inversion, ce sont les jeunes générations qui vont convaincre les parents, les grands-parents. Et je vais vous donner un exemple très concret. Nous, Insoumis, sommes extrêmement fiers d'avoir fait voter en premier à l'Assemblée nationale l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Eh bien, pour changer la Constitution, il faut que l'Assemblée et le Sénat votent exactement dans les mêmes termes avant d'en arriver au Congrès, réunion de l'Assemblée et du Sénat. Il était impossible, mathématiquement, impossible de pouvoir gagner ce changement dans la Constitution pour inscrire le droit des femmes à disposer de leur corps directement dans la norme suprême. Pourquoi ? Parce que depuis 50 ans, jamais le Sénat n'avait voté en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps. Jamais. Et d'ailleurs, juste avant que nous réussissions à l'Assemblée nationale, il y avait eu une tentative au Sénat qui avait échoué. Eh bien, savez-vous pourquoi ? Au Sénat, nous avons réussi à gagner le fait d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est parce que, et des sénateurs et sénatrices le racontent, les filles, petites filles, nièces des sénateurs et sénatrices ont été les voir et leur ont dit, c'est simple, si tu ne votes pas pour les droits des femmes à disposer de leur corps, je ne reviendrai plus jamais à Noël, je ne viendrai plus jamais en vacances, bref, je ne viendrai plus jamais te voir. Et qu'ils ont changé de vote et changé d'avis. Et quand vous regardez le nombre de jeunes qui votent pour l'avenir en commun et la candidature de Jean-Luc Mélenchon, pour reprendre les mots du président mexicain AMLO, la France a un bel avenir devant soi. Oui. Rappelez-vous toujours, quand le découragement guette un peu, de cette sensation de force que nous avons lorsque nous sommes toutes et tous ensemble. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seuls. Et rappelez-vous surtout toujours que nous avons la force d'inventer un autre avenir. Alors, je veux pour terminer
Que résonnent en chacun et chacune d'entre nous les mots de la révolutionnaire et internationaliste Rosa Luxembourg, qui écrivait depuis sa prison. Être humain signifie jeter toute sa vie sur la grande balance du destin, si besoin est, et toujours peser léger. Mais en même temps, être humain signifie goûter la joie éclatante et simple de la vie, se dresser librement et bravement, malgré toute la peine, et toujours rester humain. Être dans ce monde de violence et de guerre, de haine et de répression, il est de notre devoir de ne jamais céder au désespoir, mais de faire jaillir de notre propre souffrance la force et l'espérance de demain. Courage, les amis, nous vaincrons!